En tout cas, je suis très heureux d'être là à plus d'un titre. D'abord comme Lyonnais, et c'est un plaisir de voir que de tels événements sont ici programmés dans notre belle ville de Lyon, qui est un terreau formidable pour un ensemble d'initiatives qui ont trait avec toutes les transitions. Ravi évidemment d'être parmi vous toute cette journée comme maître de cérémonie, c'est-à-dire que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais malheureusement vous allez devoir me supporter toute la journée comme maître de cérémonie, mais c'est un plaisir de pouvoir aussi partager et découvrir avec vous, les invités, le magnifique plateau qui a été réuni pour s'inspirer, pour partager, pour découvrir. Et puis heureux comme média partenaire, puisque nous sommes le média partenaire avec Lyon Positif, de ces magnifiques journées dédiées aux transitions, ça tombe bien. Là encore, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, je ne vous en voudrais pas. Lyon Positif est le média, en effet, des acteurs engagés dans les transitions des territoires. C'est-à-dire que notre raison d'être, notre objectif, c'est d'être utile à ceux qui sont utiles et de valoriser sans cesse celles et ceux qui font au quotidien. Des associations, des entreprises, des collectivités. Parce que la conviction qu'on a aujourd'hui, je suis sûr que c'est celle que vous partagez avec nous, c'est que les transitions se feront évidemment sur le terrain, en partant du local, avec des initiatives des uns et des autres, mais c'est aussi par le récit qu'on en fait et l'histoire qu'on raconte qu'on pourra sans doute faire changer les mentalités, d'où l'importance aussi d'avoir ce type peut-être de médias un peu dédiés à ces sujets qui nous aident à faire avancer, à acculturer et à faire évoluer et changer de regard sur ces questions. Alors cette journée, évidemment, elle n'aurait pas pu avoir lieu sans deux personnes au moins que je vais appeler à nous rejoindre sur scène, et je vous demande d'accueillir et de saluer comme il se doit Jean-Philippe Delbonnel, le président du groupe Delbo Presse, et Olivier Brabois, rédacteur en chef du journal des départements. Messieurs, alors, Olivier, c'est toi qui commences. Bonjour à tous, merci, bienvenue. Je n'ai qu'un mot à dire, c'est merci. Merci à ceux qui vont intervenir dans la journée. Merci au président Guillotot qui nous accueille dans cette effectivement très belle salle. Et puis merci aux différents partenaires publics. Je pense à Dextera, je pense à l'Institut des métropoles, je pense à Village, je pense à l'Association des jeunes élus de France, à Ville-de-France, à l'ANCT, etc. À tous, merci encore de votre présence. Voilà, j'avais dit un mot, c'est un mot. Bon, il a déjà tout dit. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le Président, cher Christophe, chers partenaires, chers amis, chers participants. Très heureux, en tant que président du groupe Delbo Presse, de vous accueillir pour notre première édition des Territoires en transition. Je dois vous l'avouer, c'est une première pour nous d'organiser un événement de cette taille. On en fait d'autres tout au long de l'année dans différents cadres, dans différents lieux. Mais ce type de format, c'est une première. Je veux juste avoir un petit mot, naturellement, pour nos équipes, qui ont travaillé depuis plus de 6 mois. Ils ne sont pas dans la salle parce qu'ils sont affairés à un bien grand nombre d'occupations entre les réceptions et les nombreux coups de fil. Remercier, naturellement, la grande qualité de nos partenaires, parce qu'on les a choisis. Et si cette journée peut se faire, c'est naturellement en partie grâce à eux. Donc je pense au groupe Veolia, Briticity, Fursac Ancelin, Nicolin, le groupe Serfim, Futurproofed, Dalkia, Job Public, le groupe La Poste naturellement, le Cercle des élus locaux et mon Avis citoyen qui est partenaire avec nous sur cette journée. Et enfin, vous remerciez vous, participantes, participants, vous êtes nombreuses, nombreux, on en est très fiers. C'est sans doute ce qui caractérise en partie la réussite d'un événement. Et donc si cet événement est réussi, c'est grâce à la qualité de nos partenaires, mais c'est en partie grâce à vous. Merci. Merci Jean-Philippe pour cet accueil, effectivement. Alors ça a été évoqué, je vais laisser la parole, j'allais dire, au maître des lieux, même si vous partagez peut-être ces locaux, Monsieur le Président, avec Madame la Préfète. Je vais vous demander d'accueillir Christophe Guillotot, président du Conseil départemental du Rhône. Merci. Je voudrais vous saluer tous. Alors, la longue liste a été égrenée, donc je ne la reprendrai pas, mais merci sincèrement. Alors, et surtout à ceux qui ont pris le TGV de 5h46, les Parisiens. Ce qui montre qu'au-delà de Lyon, l'environnement est national. Merci à M. de Brabois d'avoir choisi le département du Rhône, mais le département du Rhône est un département historiquement résistant. Et je crois qu'en matière d'environnement, il tient lieu aujourd'hui
et de transition énergétique, d'avoir une vision, d'avoir plus loin. Et je crois beaucoup, moi, à ce que peut être l'interprétation, la réalisation, la conception des élus locaux, les territoires. Les territoires, et je crois que c'est de là de partira un aménagement, voire même un réaménagement de ce que sont nos territoires. Bien sûr, les départements y contribuent avec la région qui est à côté, mais elle le fait aussi avec les communes. Je voudrais saluer tous les élus qui sont ici. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de maires du Rhône. Et puis les présidents d'interco, l'intercommunalité joue un rôle important aujourd'hui, sans exclure l'État, qui a son mot à dire, qui parfois a son mot, son regard, ce qu'on appelle chez nous le contrôle de légalité, où parfois la divergence de point de vue se fait ressentir dans ce qu'on essaye de faire. Et je voudrais remercier aussi dans mon équipe tous ceux qui ont su mettre en place cette revoyure, cette écriture différente par rapport à d'autres départements. On est un département assez moteur. Je crois qu'on l'a défini nous, autour de 3 axes, qui est cette stratégie de production énergétique qu'on met sur notre territoire. Merci à mon vice-président, M. Ponchier, qui est ici, maire de Belleville, d'avoir eu cette vision un peu loin. Et même si certains ne l'ont pas toujours compris tout de suite, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Dans quelques jours, on saura celui ou celle de ces entreprises qui sera retenu pour nous accompagner. On a quelque chose d'ancien dans notre département, c'est l'agence technique. C'est des hommes et des femmes du département que je voudrais remercier qui contribuent à apporter leur savoir. J'allais dire un vilain mot, aux petites communes. Il n'y a pas de petites communes, il y a des communes qui sont avec des élus qui se dévouent et qui sont matin, midi et soir avec moins de moyens techniques pour chercher l'économie, pour aller plus loin. C'est l'agence technique qui y contribue. Et puis, cette audace que l'on a, c'est de vouloir faire une académie aussi, la transition. On ira chercher des savoirs plus loin, plus lointains. Je voudrais dire merci aussi à l'Office public du Rhône, l'OPAC, avec son directeur qui est ici, où on est vraiment dans une stratégie d'économie, de revoyure de ce que sont les conceptions, réalisations de ce qu'était le logement. Et je crois que c'est à travers des idées nouvelles. On est en train de se rapprocher, on s'est même rapproché d'un autre département, c'est une première en France, avec la Loire, et on avance. Je crois beaucoup, moi, à la pertinence des idées, je crois beaucoup à ce que l'environnement, l'écologie, je vais vous dire les choses comme je le pense, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas du centre, elle est de bon sens. Elle est de bon sens. Et elle ne doit pas être envers et contre tout. Envers et contre tout. Elle ne doit pas être l'apanage de certains militants. Laissons les uns et les autres s'exprimer, que ce soit l'entreprise privée. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les élus puissent dire les choses. Qu'on n'ait pas ce regard, je veux dire, au quotidien de ceux qui sont à 3 fronts, une association, et qui viennent nous expliquer ce qu'on doit faire ou pas faire sur nos territoires. Le recours au TA aujourd'hui est une espèce de petite manie qui est en train d'emboliser les belles idées, qui est en train d'emboliser les territoires et de rendre à mal certains projets assez extraordinaires qu'on a tous envie de voir réalisés, qui sont simplement le bon choix pour nos territoires. L'avenir est devant nous, ne nous laissons pas prendre par certains. Merci en tout cas à ceux qui sont ici aujourd'hui, parce que c'est de confronter les idées, c'est de s'exprimer, c'est de dire les choses, comment on voit nos vies sur nos territoires dans quelques années. Ceux qui ont construit ce bâtiment ne pouvaient pas imaginer que les années 20-23 seraient des années difficiles pour l'environnement, mais parfois difficiles parce que l'homme le rend difficile lui-même. Je vois ce débat qu'on a aujourd'hui sur ce fameux Lyon-Turin qui est d'un grotesque c'est un grotesque énorme. À partir du moment où on nous dit que le train doit être nécessaire, certains s'évertuent à ce qu'il n'y ait pas de train pour aller en Italie et apporter des marchandises. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous souhaitez à tous une très belle journée. Pardonnez ma franchise, mais c'est ce qui a caractérisé toute ma vie politique, c'est de dire les choses. L'avantage de dire les choses, c'est que ça vous coûte moins cher en termes pour les vœux. Merci à vous tous. Merci, Monsieur le Président, pour votre accueil. Et ceux qui vous connaissent ne seront pas surpris par votre franchise. On va maintenant demander à un de nos partenaires de nous rejoindre peut-être aussi au pupitre. Et je vais demander que vous accueilliez Philippe Dorge, le directeur général adjoint en charge de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Monsieur le directeur général adjoint, merci d'être là. Merci peut-être de nous dire pourquoi une journée comme celle-ci est importante pour vous, parce que La Poste, je crois, à travers toutes les tables rondes qu'on aura tout à l'heure,
est clairement impacté par, j'allais dire, tous les sujets qui nous concernent aujourd'hui. Absolument. Bonjour Frédéric, merci pour votre accueil. Bonjour à toutes et à tous et merci Président Guillotot pour votre invitation. Mesdames et messieurs les élus représentants des collectivités territoriales, mesdames et messieurs, c'est vraiment c'est vrai, un grand honneur pour moi d'être parmi vous, ayant pris aussi le train très tôt ce matin. Et évidemment, Lyon est vraiment très très accessible. Alors nous sommes tous collectivités, entreprises, citoyens, effectivement confrontés par ces thèmes qu'on va aborder aujourd'hui autour des transitions. Je vais les citer quand même rapidement, transition énergétique, écologique, avec spécialement bien sûr l'envolée aussi, des prix qui nous obligent à repenser nos modèles de façon très très rapide. Et puis il est vraiment nécessaire d'aller plus vite sur les sujets de climat. Et la réglementation, d'ailleurs, et fort heureusement d'ailleurs, évolue et on doit s'adapter. Transition démographique, en France en 2030, et 2030 c'est demain. Eh bien, une personne sur 3 aura plus de 65 ans, il y aura 1 300 000 nonagénaires, voilà, avec, et c'est normal, un souhait de bien vieillir le plus longtemps possible en autonomie et chez soi. Et les actions de prévention, les actions d'aide au maintien et à domicile, évidemment, se développent. Transition numérique, c'est devenu un standard. Oui, sauf que le corollaire, c'est l'exclusion pour à peu près 17% de la population. C'est un chiffre, un taux de l'INSEE, des personnes qui sont en situation de ce qu'on appelle l'électronisme, y compris des jeunes. Et sur ce chapitre du numérique, il y a quand même un sujet aujourd'hui très chaud, très prégnant. C'est évidemment aussi la sécurité numérique, les cyberattaques. En 2022, une entreprise sur 2 a été touchée par une cyberattaque. Un groupe comme La Poste et ses filiales sont aussi concernés. C'est aussi le cas, bien sûr, de nombreuses collectivités locales. Et il y a un grand besoin de souveraineté et de sécurité autour de ces sujets de cloud souverain et de serveurs. Transition territoriale, enfin, on a, avec la crise sanitaire, évidemment, révélé à la fois l'attractivité des petites villes, des villes moyennes, de la ruralité aussi. Mais paradoxalement, les habitants des territoires ruraux expriment, et il faut l'entendre, un sentiment d'abandon. En tout cas, 61%, c'est aussi un sondage de la population rurale, estime que l'accès aux services publics s'est dégradé depuis 10 ans. Alors ces transformations sociales, environnementales, effectivement, Frédéric, elles impactent aussi, elles touchent un groupe comme La Poste. Ça bouleverse totalement notre modèle, qui est déjà affecté par la digitalisation des échanges et donc la baisse vertigineuse des volumes de courrier. Mais fort de nos 600 ans d'histoire et d'expérience, les postières et les postiers s'adaptent à ces évolutions et on pourra en témoigner. Et puis on est inspiré par notre raison d'être. Et notre raison d'être, c'est pas de distribuer le courrier. On le fait, bien sûr, et on est très heureux de le faire, et on va continuer à le faire. Il y aura encore du courrier, rassurez-vous, dans 10 ou 15 ans. Il y en aura moins. Mais notre raison d'être, c'est pas ça. Notre raison d'être, nous l'avons indiquée, écrite, c'est relier les uns aux autres. Et finalement, c'est ça qui nous inspire dans trouver justement des solutions aux besoins de la société d'aujourd'hui et aider, et le faire avec vous, avec les territoires, avec les acteurs locaux, pour trouver des solutions nouvelles, sans rien bien sûr lâcher de nos métiers historiques et de nos missions de service public. Car notre vision, je veux le dire immédiatement, plus que jamais, c'est la proximité humaine dans les territoires. Alors cette journée, elle s'articule autour de 3 tables rondes. Il m'appartient de les rappeler, de les présenter, et puis de témoigner aussi pour La Poste dans ces grandes thématiques. La première table ronde nous invitera à nous pencher sur les sujets de sobriété énergétique. Là aussi, depuis 10 ans, le groupe La Poste est évidemment très exposé à ces sujets d'énergie, bâtiments, véhicules. Et on est engagé auprès du gouvernement, le gouvernement qui a appelé à l'automne 2022 de réduire notre consommation énergétique. On y a répondu. Nous avons réussi à baisser de 14% nos consommations d'énergie en quelques mois, moins 14%, moins 11% sur l'électricité, moins 24% sur le gaz. Avec par exemple aussi des solutions comme l'expertise de Sobre Énergie, une filiale de la Caisse des dépôts et de Poste Immobilier, sur l'intelligence énergétique des bâtiments. La Poste est maintenant
tiers de confiance aussi sur le financement des travaux de rénovation énergétique via le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Voilà, on est tiers de confiance. Et puis, dans les territoires, nous participons avec vous à la lutte contre les passoires thermiques via l'identification de logements plus énergivores, les actions de sensibilisation aussi des ménages. Et vous le savez, le facteur, tous les jours, est à même de se rendre au domicile pour administrer des questionnaires, délivrer des messages axés sur la sobriété et les éco-gestes. Et puis enfin, dans ce domaine-là, pour favoriser le recyclage, l'économie circulaire, la valorisation aussi des produits réutilisables, je ne dis pas les déchets, mais des produits réutilisables, les secondes mains, eh bien, nos facteurs collectent chaque jour papier, carton, matériel électronique, et nos filiales reconditionnent maintenant des vélos. Et on est un peu spécialiste de la mobilité avec nos vélos, et voilà, on l'a présenté et c'est un grand succès. La seconde table ronde eh bien, portera sur la transition pour l'aménagement des villes et des territoires ruraux. Là aussi, avec nos 65 000 facteurs et factrices en France, forte de ce réseau humain de proximité, on est en capacité d'aller vers chacun, pour tous, jusqu'à son domicile, tous les jours, et spécialement vers les populations les plus vulnérables, pour identifier les besoins, détecter les fragilités, apporter aussi des services de proximité, les médicaments, les portages de repas, de cash aussi, d'espèces, et des visites de prévention, par exemple dans le cadre du plan national canicule. Un mot simplement sur le portage des repas, parce que c'est une activité qui concourt au maintien à domicile. Depuis 3 ans, le groupe La Poste, avec vous, eh bien, développe ce type de service. On a livré plus de 3 millions de repas en 2022 pour le compte de collectivités, de centres d'action sociale. Et puis aussi, pour maintenir le contact avec les services publics, l'État soutient les conseillers numériques France Service. La Poste apporte toute sa contribution à ce dispositif. Elle contribue en hébergeant à plus de 400 France Service au sein de ses bureaux et en déployant 245 facteurs guichetiers France Service qui pourront porter ces services et mettre en relation là aussi entre ces centres d'expertise jusqu'au domicile de nos concitoyens. Et puis enfin, face au défi de la cybersécurité, des cyberattaques, de la souveraineté numérique aussi, La Poste, avec sa filiale DocaPost, Dassault Systèmes, Bouygues Télécom et la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts, eh bien, se sont unis, vous le savez, fin 2022, pour créer le premier acteur vraiment 100% français du cloud numérique, un cloud de confiance, NumSpot, et propose désormais aussi son concours pour aider les organisations confrontées aux cyberattaques. Enfin, la dernière table ronde portera sur les mobilités. J'aurai le plaisir d'y participer, donc je ne vais pas développer ici, mais nous assurons évidemment, La Poste, nous, le transport en commun, quelque part, des petites marchandises. Et donc c'est important à la fois pour l'écologie, ce transport en commun, plutôt que d'envoyer une messagerie, un coursier spécial. Voilà, ce sont les tournées mutualisées de La Poste. Et on est engagé dans une politique extrêmement volontariste d'affalement de nos émissions de CO2 et d'accélération des mobilités électriques en ville comme en rural, et je veux surtout le dire. Voilà, en conclusion à tous et à chacun, je souhaite évidemment une très bonne journée. Je veux dire combien je suis convaincu que ces défis du quotidien et puis à long terme sont tout à fait surmontables. Comme l'a dit le président Guillotot tout à l'heure, évidemment, sa part d'initiative locale, c'est la place à la créativité, à l'innovation, et vous dire tout simplement que les postières et les postiers sont engagés à vos côtés pour construire l'avenir de ces territoires en transition. Merci. Merci beaucoup, Philippe Dorges, pour vos propos. Et c'est vrai qu'à travers La Poste, évidemment, qui est un acteur important dans les territoires, mais on découvre aussi l'impact de ces questions et des enjeux des transitions pour tout un ensemble d'entreprises. Cet impact, il est aussi évident pour les collectivités, pour les communes, puisqu'on sait combien de maires sont concernés par ces sujets et ces questions. Et justement, pour en parler, je vais demander à un partenaire, qui est par ailleurs aussi élu, Étienne Langereau, maire de Montrouge, président du Cercle des élus locaux, de nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir également. Il est Monsieur le maire. Alors, vous avez au moins 2 casquettes, Monsieur le maire, à la fois évidemment comme élu, c'est des sujets qui vous concernent, et aujourd'hui comme partenaire président du Cercle des élus locaux. Vous allez nous présenter d'ailleurs une étude qui a été réalisée par Odoxa sur la confiance qu'ont les Français envers les élus pour répondre à ces enjeux. Peut-être un tout petit mot d'abord
pour présenter le cercle des élus locaux que vous présidez. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Frédéric. Je voudrais saluer et remercier l'équipe du président Guyotot et puis tous les partenaires qui sont là présents. Nous sommes très heureux, nous, le Cercle des élus locaux, de participer à cette manifestation. Le Cercle des élus locaux, il a vocation à éclairer et à animer le débat public. Et il s'est tout naturellement emparé de cette thématique, de ce sujet de l'urgence climatique, puisque, comme vous le savez, elle est devenue, cette thématique, la matrice de toutes nos politiques publiques. Et aujourd'hui, tous les matins, quand nous allumons la radio, quand nous lisons les journaux, nous découvrons les nouvelles canicules, les sécheresses, les inondations, toutes ces transformations qui bouleversent nos vies. Et je pense que les élus locaux sont aujourd'hui en première ligne pour y répondre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 70% de l'investissement public est porté par les collectivités locales, par les élus locaux, et ce sont eux qui doivent maintenant rendre des comptes à leur population et qui seront responsables d'une partie des réponses qui seront apportées demain pour répondre à cette urgence climatique qui nous concerne tous. Voilà, donc c'est notre vocation, et nous avons souhaité il y a quelques mois faire un sondage auprès de l'ensemble des Français pour les interroger sur le fait de savoir si les Français ont confiance dans leurs élus locaux pour répondre à ces enjeux climatiques. Et vous allez voir, les résultats sont assez étonnants, parfois sévères, mais en tout cas, ils nous interpellent. Et nous devrons en tenir compte. Et je crois que c'était utile de vous le présenter en début de cette journée. Et juste avant, peut-être avec votre autre casquette, monsieur le maire, puisque vous avez posé la question et on va découvrir la confiance qu'ont les administrés, les citoyens sur ces enjeux de la transition vis-à-vis des élus. Vous-même, en tant que maire, je suppose que cette question des transitions, je sais qu'à Montrouge notamment, vous avez, comme un certain nombre de communes, mis beaucoup de choses en avant autour de la végétalisation notamment. Est-ce que c'est une question de votre quotidien qui est devenue votre quotidien dans votre mandat ? C'est plus qu'une question, ça drive notre quotidien. Évidemment, Montrouge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit village aux portes de Paris, 50 000 habitants, et nous sommes l'une des villes les plus denses de France. 50 000 habitants sur 2 km², 25 000 habitants au kilomètre carré, c'est plus qu'à Paris, qui est notre voisine. Et évidemment, ça nous oblige à inventer des solutions pour que cette densité puisse être conjuguée avec une certaine qualité de vie. Et donc on travaille évidemment sur les enjeux de mobilité pour faire en sorte que l'on puisse le plus possible se déplacer avec ces fameuses mobilités douces. Mais on est évidemment aussi engagé sur le dessin et la mise en œuvre de ce qu'on appelle la trame verte, c'est-à-dire des espaces verts un peu partout dans la ville et qui visent à rafraîchir la ville, trame verte, trame bleue, etc., etc. Voilà, donc on est effectivement, étant l'une des villes les plus denses de France, en première ligne pour répondre à ces enjeux climatiques du réchauffement que l'on voit tous les jours. Alors du coup, je vous laisse peut-être présenter cette étude avec le sens de la synthèse qui vous caractérise pour qu'on reste dans un timing maîtrisé. Tout à fait. Alors voilà, vous avez peut-être, vous regardez sur l'écran qui est là-bas les quelques réponses. La première question que nous avons posée, c'est est-ce que les Français considèrent que la question des risques climatiques, de l'urgence climatique est un enjeu important ? Sans grande surprise, 96%, 89% des Français considèrent que, évidemment, c'est un enjeu. Je crois que chacun a pris conscience aujourd'hui dans notre pays que la maison était en train de brûler. Et évidemment, de plus en plus rares sont ceux d'entre nous qui regardent ailleurs, pour citer l'un de nos présidents bien-aimés. Ensuite, on a demandé aux Français s'ils faisaient confiance aux élus locaux. On a demandé, élus locaux, élus nationaux, en qui avez-vous le plus confiance ? Et donc la réponse, c'est que les Français considèrent que ce sont d'abord, ils ont plus confiance dans leurs élus locaux pour répondre à ces enjeux et pour engager les changements imposés par le réchauffement climatique. 53% élus locaux et moins pour les élus nationaux, 26%. Ensuite, on leur a demandé, est-ce que vous considérez que les élus locaux, parmi les élus locaux, quels sont ceux qui sont pour vous les plus actifs et ceux que vous considérez les plus à même de répondre à ces enjeux ? Sans surprise, ce sont les maires qui arrivent en première ligne avec 27%, suivis par les conseillers régionaux et les conseillers généraux. Mais enfin, une majorité de Français ignore en réalité qui est responsable de quoi, ce qui prouve qu'on a encore beaucoup de travail à faire en matière de décentralisation et de partage des compétences. En vrai, dans la réalité, chacun le sait aujourd'hui, les collectivités travaillent ensemble, les régions, les départements, les intercommunalités et les communes. Mais je crois qu'il faut là aussi éclairer les Français et les accompagner. Ensuite, nous avons interrogé les Français sur un point important. Est-ce que vous pensez que les élus locaux
sous-estiment les risques climatiques. Et là, c'est un jugement un peu qui doit nous interpeller, puisqu'on le voit, les Français considèrent qu'aujourd'hui, les élus locaux sous-estiment le risque climatique et n'ont pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Donc 54%, c'est une majorité. Et donc, je pense que c'est un jugement qui doit nous interpeller et nous inciter à aller beaucoup plus loin dans nos actions et dans nos engagements. Une majorité de Français également a le sentiment que les élus locaux ne prennent pas les dispositions nécessaires en matière de climat. Alors on a posé la question en matière d'inondation. Vous voyez sur ce tableau, sur ce graphique, 56% des Français considèrent aujourd'hui que les élus locaux n'ont pas pris des mesures adaptées pour répondre aux nouveaux risques d'inondation. Inondation, il y a quelques jours, à Lyon, il y avait une inondation et on le voit partout dans nos villes et avec ce qui se passe au niveau climatique. Deuxième question, est-ce que les élus locaux prennent des dispositions suffisantes pour réduire la pollution de l'air? Vous connaissez tous le débat sur les zones à faible émission, qui sont parfois dénoncées comme de futures zones à forte exclusion. Et donc là aussi, les Français considèrent à 59% que les élus locaux ne vont pas assez loin. Et ensuite, est-ce que les élus locaux ont engagé les moyens suffisants pour répondre aux canicules, aux sécheresses? 67% considèrent que non. Donc là aussi, cela doit nous interpeller. Ensuite, est-ce que que pensent les Français sur la question de la mobilité? On a fait un petit zoom sur la mobilité. Est-ce qu'on va assez loin en matière de vélo? Là, c'est assez partagé. 51% des Français considèrent que les élus locaux agissent pour promouvoir la pratique du vélo, des mobilités douces. Sur les transports en commun, c'est un peu moins positif. Et sur les véhicules électriques, c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Là, c'est plutôt très négatif. On le voit, on est aujourd'hui engagé dans la fin du véhicule thermique. Et les Français attendent de la part des élus locaux beaucoup plus d'actions pour permettre l'essor et la génération des véhicules électriques. Et vous voyez tout ce que cela signifie en termes de projets et de réalisation. Ensuite, nous avons interrogé les Français sur le fait de savoir si les élus locaux sont suffisamment formés pour mettre en œuvre tous ces projets. Et là, effectivement, il y a aussi un enjeu. Si les élus locaux n'ont pas pris la mesure des enjeux, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été suffisamment formés. Et ça aussi, ça nous interpelle, nous les élus locaux et tous les partenaires qui sont ici. Il y a beaucoup de travail à faire pour que les élus locaux soient formés et parfaitement aptes à répondre à ces enjeux. Là, la réponse est assez nette. Ensuite, est-ce qu'ils sont suffisamment soutenus par l'État, les élus locaux? On leur a posé la question. Les Français considèrent que non, l'État ne va pas assez loin dans le soutien aux élus locaux pour répondre à ces enjeux climatiques. Et puis, nous avons également posé la question des moyens. Est-ce que vous considérez que les élus ont suffisamment les moyens d'agir? Là encore, l'avis majoritaire des Français est négatif. Les élus n'ont pas suffisamment de moyens pour répondre à ces enjeux et ça pose toute la question des moyens dont disposent les collectivités locales, en particulier les enjeux de l'autonomie financière et fiscale. Sobriété énergétique, est-ce que les Français considèrent que les premières actions qui ont été menées par les élus locaux, notamment cet hiver, à la suite de la crise déclenchée par la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie. Beaucoup de communes ont choisi de réduire leur éclairage public. Les Français l'approuvent à 88%. Donc tout le monde est d'accord pour cette sobriété que vous évoquiez, Monsieur Dorge. Ensuite, est-ce que les Français considèrent qu'il faut réduire le chauffage dans les bâtiments publics? 83% sont favorables. Éteindre la lumière la nuit et adapter l'éclairage, on l'a déjà dit. Et par contre, fermer les piscines, là, les Français sont plutôt d'accord sont plutôt opposés, à cette proposition. Voilà, donc la sobriété, chacun a compris que c'était notre avenir, mais la mise en œuvre pose encore un certain nombre de questions. Et enfin, nous avons posé une question qui nous paraît de plus en plus importante, parce que la question climatique rejoint la question sociale. Et évidemment, il faut faire attention et veiller tous ensemble à ce que la fin du monde ne vienne pas percuter la fin du mois, puisque, vous le savez tous, il y a un enjeu de pouvoir d'achat, et souvent ce sont les plus démunis qui sont les victimes de cette sobriété. On le voit avec les ZFE, puisque ceux qui ont les véhicules les plus polluants et qui ne pourront plus entrer dans les métropoles, ce sont évidemment les plus démunis.
De la même manière, ceux qui sont engagés à rénover leur logement, ce sont souvent ceux qui ont des fins de mois difficiles. Voilà, donc il faut faire attention dans les années qui viennent à ce que ce changement, cette évolution, cette prise en compte de l'urgence climatique et de la sobriété ne viennent pas percuter le pouvoir d'achat de certains et engendrer les gilets jaunes que nous avons connus, qui, rappelez-vous, avaient démarré sur la question de la taxe carbone. Voilà, donc là, si on interroge les Français, est-ce que les élus locaux prennent en considération la situation des plus démunis? Eh bien, les Français nous disent non, pas suffisamment, à 64%. Donc là aussi, un point d'alerte important. Voilà ce sondage du Cercle des élus locaux. Je crois qu'il était utile de vous le présenter parce qu'il permet d'éclairer encore une fois notre débat de la journée. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le maire et Monsieur le Président.